Alors déjà, peut-être par rapport à la semaine dernière, comment ça a mijoté en fait à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça a produit? Quelle réflexion ça a amené? Quelles sensations? Quel questionnement? Quel rejet? Quelle amplitude ça a pris à l'intérieur de vous en fait? J'ai été un peu secouée comme un prunier, comme on dit. Ouais, je savais même pas si j'allais venir là. J'étais bien remuée, vraiment. Mais voilà, ça fait son chemin. Il s'est passé plein de choses aussi là cette semaine. Je suis allée juste dans ma cour pour voir un petit peu justement les plantes qu'il y avait. Je suis allée voir avec une de mes colocs. On a noté en fait les différents noms et ouais, j'ai été assez surprise en fait parce qu'il y a un oranger du Mexique, il y a des égérons du Canada, enfin et puis voilà, du coup ça m'a beaucoup questionnée. J'ai commencé à regarder aussi les différents légumes que je mangeais, voilà d'où ça provenait. Ouais. Et effectivement, c'est pareil entre le Mexique, l'Asie centrale, l'Asie. Ou rien que, je sais pas, les épices, je prends pas mal de curcuma, tout ça, donc c'est super intéressant en fait. C'est vrai que c'est... ouais. Donc voilà, mais je sais pas, je suis sortie la semaine dernière, j'étais énervée. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Le but, en fait, je dirais, en tout cas pour moi, hein, le but de toute relation et de tout échange, il doit, entre guillemets, générer quelque chose. Si on est juste dans de la bienséance et dans de la confortation de nos propres idées, ça va pas être un échange, en fait, hein. Ça va être quelque chose qui va renforcer généralement un ego ou un orgueil ou de la suffisance ou je ne sais quoi. Le fait d'être en ce que nous on qualifie d'opposition ou de contradiction, etc., c'est quelque chose qui, dans le vivant, en tout cas, me semble-t-il, est primordial. C'est-à-dire, on le sait sur un plan alchimique que pour qu'il y ait un état d'harmonie, il faut qu'il y ait du chaos avant, du chaos après. L'état d'harmonie, il est juste à un moment donné. Et c'est juste un flash. Mais c'est comme si, si on avait des images qui soient séquées, hein, les unes à côté des autres. En fait, nous, on a l'impression qu'on est en quête vers l'harmonie ou je ne sais quoi. En fait, ça n'existe pas. Ce qui fait qu'on est vivant, c'est qu'on passe en permanence dans des états différents. Donc, quand on a des échanges, en tout cas, c'est ce que nous proposons, quand on a des échanges, ce n'est pas de la complaisance qu'on cherche. C'est bien de défricher des endroits qu'on ne comprend pas soi-même. Parce que moi, ce que je vous raconte, je n'ai jamais préparé, je n'ai jamais dit. Je n'ai pas un petit papier sous mon nez, ce n'est pas prémédité, c'est pas, voilà, c'est des choses qui sont complètement vivantes, j'ai envie de dire, justement, qui sont spontanées, qui ne sont pas architecturées mentalement. Et donc, ça permet d'avoir, me semble-t-il, des échanges de qualité et qui sont mobiles, c'est-à-dire ça va moi, vos réflexions vont me bouger et j'espère que mes réflexions ou cela là où je vous emmène va vous bouger. Sinon, enfin, pour moi, ça serait foutu, quoi. Enfin, je veux dire, il ne se passerait rien. C'est ça la relation à l'autre, quel qu'il soit, que ce soit un escargot, à une plante ou à un être humain. L'autre est là pour nous faire bouger et évoluer. Sinon, ben, on n'évoluerait pas. Et ouais, j'ai plein de trucs débiles dans la tête, mais sinon, on serait toujours en couche-culotte ou on marcherait à quatre pattes. Enfin voilà, il a bien fallu des chocs à des moments donnés pour qu'on passe des étapes, qu'on passe des chemins, qu'on rouvre nos champs de cohérence avec un autre paradigme, qu'on ouvre des morceaux qui étaient complètement fermés. Et ce n'est que ça. Donc oui, je veux dire, on n'est pas dans l'idée, en tout cas je ne suis pas, et nous, je peux me permettre peut-être, et Mathieu rectifiera, mais je ne suis pas moi dans l'idée de mettre du baume et du lissage. Je veux dire, si on veut s'entendre, il va falloir passer sans doute par des étapes que nous ne contrôlons pas, et donc qui sont soit des oppositions, des contradictions, soit des choses où on est OK, mais finalement, ça change. Mais c'est ça qui fait que c'est riche.
Au même titre que quand on regarde 1 m² au sol dans un jardin, eh ben, il n'y a pas une plante, il y a plein de trucs, plein de trucs visibles. Et dès qu'on passe à l'invisible, on va avoir encore plus de trucs. C'est-à-dire que c'est cette multitude dont on parle sans arrêt, qui s'appelle la biodiversité, qui crée le vivant. Si on switch ça, ou si on ferme ça, ce robinet-là, on sait ce que ça fait, c'est le monde dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on est dans des processus d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on appauvrit pour être dans quelque chose qui est rassurant et qu'on connaît, et qui se, comment on dit, se minimise, se rabougrit, se réduit. Voilà, se réduit. Et du coup, on perd toute cette ouverture. Ce dont on parle encore aujourd'hui ne parle que de l'inverse. Je veux dire, on a passé notre temps, depuis que l'homme s'est mis debout, ou je ne sais pas, dans ces espaces-là, à échanger. Ce qui fait notre richesse et ce qui fait cette biodiversité qui crée la vie. Sans biodiversité, il n'y a pas de vie. C'est ce qu'on est en train de voir sur un plan politique mondial, sur un plan agroalimentaire, sur un plan de santé, sur un plan humain. Donc, ça dérape très vite dans des choses qui sont très, très, très mortifères et très pathogènes pour la vie. Les plantes, c'est des êtres subtils, largement plus en avance que nous sur leur mobilité, on va dire, d'adaptation, par exemple. Et donc, du coup, elles ont imaginé depuis la nuit des temps des tas de moyens pour s'installer partout et prendre les colorations de là où elles sont. C'est-à-dire, pour avoir multiplié des blés anciens, ce que je vous ai expliqué l'autre fois, je veux dire, en une année, en un cycle, ils modifient leur morphologie. Ça veut dire qu'ils restent eux-mêmes, et ça veut dire qu'ils sont capables de prendre la couleur de là où ils sont. Donc, ils s'enrichissent sur un plan génétique au lieu de s'appauvrir. À l'inverse de ça, on va aller vraiment jusqu'au bout du truc et on arrive effectivement à des semences qui sont génétiquement modifiées, donc avec des génétiques qui sont bloquées et donc qui sont stériles. C'est l'idée, hein, si on pousse tout ça au bout, on arrive à ça. Voilà, donc c'est chaud patate. Hein. Donc, ouais, heureusement que le végétal ne nous écoute pas, nous échappe, parce que moi, je me suis jamais trop, mais c'est peut-être pas forcément intelligent, hein, mais je me suis jamais trop inquiétée de tout ce qui était OGM. Quelque part, c'est quelque chose qui est tellement hors de la vie qu'on peut présupposer qu'à un moment donné, ça va s'éteindre tout seul, parce que ça n'a pas lieu d'être. Mais au demeurant, si on voit tous les végétaux qui se sont baladés sur la planète, et je revois par exemple la renouée du Japon ou l'Hypophaïre amnoides que je vous disais, ici il peut faire 3 mètres, dans un milieu plus adéquat à lui-même, et personne ne l'a planté, hein, il se balade, il peut faire 5 mètres, et dans des zones désertiques, il fait 40 cm. Donc il s'est baladé, il ne s'est pas dit tiens, je vais aller me griller ou me cailler les fesses en Sibérie, il bouge, il bouge. Mais tout ça, pourquoi? Pour s'enrichir. Pour s'enrichir de l'autre, de là où ils sont, de là, dans l'environnement dans lequel ils évoluent, des couleurs, des saveurs, des vibrations qu'il y a, pour s'adapter, mais en même temps enrichir cette génétique. Donc, heureusement, ouais, qu'on mange des mangues, qu'on a de la renouée du Japon, qu'on a de l'onac, de la bourrache, etc. Parce que sinon, ça serait un peu désertique. Hein. Après, ce qui me dérangeait un peu, c'était ce côté, justement, par rapport à l'harmonie des espèces. C'était ce... Alors, justement, on ne peut pas parler peut-être forcément d'espèces invasives, mais où, par exemple, dans ma cour, je vois, j'ai du lierre qui a poussé, mais ça a pris une ampleur du lierre terrestre. Et du coup, je me dis que ça va étouffer aussi certaines autres plantes. Il est là pour ça. Et voilà, du coup, ça peut étouffer aussi la diversité, du coup. Non, parce que là, il y a un préalable au niveau végétal, c'est que le végétal, ce n'est pas un truc, il a une intelligence. Je veux dire, un végétal, quand il pousse spontanément à un endroit, il a ses raisons. Il n'y a que nous qui foutons la merde. C'est-à-dire, quand on va aller péter des milliards d'hectares de zones sauvages pour en faire des zones de culture,
là, on fout vraiment le bazar. Et là, nous sommes invasifs. Un lierre qui va commencer à s'installer dans un espace, que ce soit pour grimper sur un arbre ou pour couvrir un sol de forêt, c'est qu'il est là pour quelque chose. Un végétal n'est pas là pour faire de la décoration ou pour nous nourrir. Ce sont des êtres à part entière qui ont leurs prérogatives et qui fonctionnent en tant que soignants, de mon point de vue, partout où ils sont. Donc, s'il y a du lierre à cet endroit, ça indique qu'il est en résonance avec là où il pousse, sur un plan humain, sur un plan tellurique, sur un plan cosmique et sur un plan phytosanitaire. Ouais, bah, j'ai commencé à regarder, là, apparemment, j'ai vu que c'était apparemment sur des sols où il y avait pas mal d'azote, qu'il poussait bien. Donc, effectivement, je vois les choses un peu autrement, quoi. Je me dis que il y a des indications au niveau de la terre, en fait, des éléments qu'il peut y avoir aussi dans le sol, quoi. Il y a par rapport à ça quelque chose qui est très très parlant. Enfin, par exemple, la culture de maïs intensive qu'on voit partout, qui a détruit des milliers et des milliards d'hectares, il y a eu à un moment donné, alors ce que les hommes appellent des plantes invasives comme la datura, qui poussaient tout le temps autour des champs de maïs et au bout des lignes de maïs. On sait que quand on fait de la culture intensive, on ne va pas rentrer dedans, mais on comprend bien qu'on est déstabilisant au niveau de la vie, c'est-à-dire qu'on va faire des labours profondes, on va mettre des engrais, on va mettre généralement un truc pour un herbicide pour qu'il n'y ait pas d'enherbement. Après, on va repasser des engrais, après, on va arroser, après, on va refoutre un autre truc par-dessus. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir c'est quoi la datura, comment elle fonctionne sur un plan phytosanitaire en tant que plante, sur un plan, on va dire, de biologie végétale, qu'on retrouve en homéopathie, qu'est-ce qu'elle fait, etc. C'est un grand, grand, grand médicament de tout ce qui est complètement engorgé, en fait, mais engorgé chimique, quoi. Hein. Eh bien, elle fait son job. Alors, nous, on va passer à côté en disant putain, merde, mon champ de maïs, c'est pas possible, c'est bourré de datura. Ben ouais. Ben, il faut toujours remonter un peu à la cause des causes, hein, quand on peut, jusque là où on s'arrête, mais toujours remonter à la cause des causes. La cause des causes, qui c'est qui est déstabilisant, qui c'est qui a été foutu le bazar? C'est la datura ou c'est le maïs? Voilà. C'est l'homme qui a voulu planter du maïs, Voilà. là où il n'était pas fait pour vivre. Voilà. Exactement. Donc, ça aussi, c'est l'histoire des taches d'huile. Hein. Quand on commence à foutre le bazar quelque part, ça a forcément des effets et des causes qui vont se démultiplier, comme quand on balance un petit caillou dans l'eau. Alors, on se dit, bah, c'est bien, il y a du maïs, ça va nourrir le monde. Bah, jusqu'à preuve du contraire, ça ne nourrit pas. Et en plus, ça flingue les sols. Et en plus, ça rend apparemment, on a un copain qui nous a expliqué que les hamsters dans l'Alsace qui bouffent du maïs, ils deviennent débiles. Donc, c'est con. Voilà. Et après, sans rester sur certains végétaux qui se mettent à certains endroits ayant pour cause les actions des hommes. Enfin, moi, j'ai été surpris, je l'ai toujours en tête quand je suis arrivé ici, j'ai appris que dans 10 mètres carrés, sur 10 mètres carrés de sol, il y a des milliards et des milliards de semences. Voilà. Et il y a des semences qui dorment, qui sont là, mais elles ne s'expriment pas en germant finalement. Et qu'est-ce qui fait que au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, au bout de 100 ans, la semence, elle se met à germer. Et donc, en fait, le sol, c'est vraiment, enfin moi, je l'ai vraiment perçu comme ça, comme un réservoir, une ressource de semences. Et les végétaux, ils vont s'installer, s'exprimer en fonction du contexte à un moment donné, mais le contexte physique, chimique, biologique, mais aussi subtil. Il y a un être dans la forêt, là-bas, à Bafour, lui, il a quand même un certain âge. Hein. Voilà, il est planté à un endroit,
C'est interrogeant. Hein. Il a un certain endroit, il a une forme, la forme du phi, hein, c'est la lettre grecque là. C'est le shin en hébreu, c'est le feu. C'est le feu, et on ne peut que se poser la question, et il y a probablement des personnes qui, plus que se poser la question, ressentent d'où il vient, pourquoi il est là. Et ce n'est pas qu'une question de physique, chimie, moléculaire aussi. Quoi. Il y a un peu de tout. C'est toujours pareil, c'est l'idée de la forêt. Hein. Je veux dire, c'est l'idée de la forêt et comment elle s'est construite, comment elle s'est agencée, comment elle respire, comment elle est vivante, qu'est-ce qu'elle génère. Là aussi, on est à l'opposé. On peut visualiser mentalement des hectares et des hectares de maïs, c'est une forêt endémique naturelle. Je veux dire, qu'est-ce que ça génère? Ça génère forcément quelque chose. Et le maïs, enfin voilà, c'est largement une plante exogène. Hein. L'origine, a priori, c'est plutôt l'Amérique du Sud. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planter des maïs. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que si l'idée de départ et le questionnement de départ de ces deux thématiques sur est-ce que vraiment il y a des plantes exogènes, c'était le questionnement de départ, c'est là où je vous emmène. Hein. Non, il n'y a pas de plantes exogènes. C'est comme si on disait l'humain, alors, il est exogène. Quoi. Je veux dire, il a couvert la planète. Quoi. J'ai pas été perturbée comme semble l'avoir été Nathalie, mais c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience du fait que je pensais vraiment qu'il y avait des plantes endogènes liées au climat. Et je n'avais pas perçu que des plantes venant d'autres régions du monde pouvaient s'implanter naturellement et pousser, peut-être différemment que dans le pays d'où elles viennent, mais pousser quand même et avoir un intérêt. Je me suis rendu compte que dans mon jardin, en fin de compte, en effet, il y avait plein de choses qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas de la Drôme, quoi. Donc, mais moi, je trouve ça m'a pas perturbée. Je trouve que c'est riche, donc je suis contente si elles sont là et si elles ont l'air de s'y plaire, puisque moi, j'ai laissé, avant de toucher quoi que ce soit à mon jardin, je l'ai laissé vivre un an complet pour voir qu'est-ce qui apparaissait. Je ne savais pas du tout ce qu'il y avait comme fleurs, comme plantes, qu'est-ce que ça allait donner. Et en fin de compte, j'ai été très surprise. Je me suis dit, mais j'ai rien à toucher, quoi. Voilà, ce qui va mourir, mourra, et puis je le remplacerai par des choses qui poussent dans le coin parce que je veux pas utiliser d'eau à outrance, loin de là, et surtout que de pluie, donc il faut que je m'adapte au climat, mais si ça... Et en fin de compte, l'histoire du lierre, il y a 4 jours, j'ai nettoyé, les anciens propriétaires avaient planté comment ça s'appelle, un truc du Japon là, qui est rouge, un arbre qui est tout rouge. Un érable? Un érable du Japon. Puis moi, je me dis que dans le coin, là, l'érable du Japon, d'abord, j'ai compris qu'il faut une terre de bruyère. Franchement, dans le calcaire, terre de bruyère. Et en fin de compte, je le trouvais triste. Tous les ans, je le trouve de plus en plus triste. Et puis, je me dis, mais bon, il est encore là. Donc, bon, il fait encore une autre saison. Et là, il était vraiment très, très triste. Et je me suis aperçue en nettoyant la jardinière à l'endroit où il était qu'en fin de compte, il était envahi par une plante qui a envahi pas mal le coin dans mon... Et en fin de compte, je l'ai coupé, cette plante qui est envahie. J'aurais pas dû, parce qu'en fin de compte, elle est peut-être juste en train de faire le nettoyage, le finir de l'étouffer parce qu'il n'a pas sa place là, en fin de compte, tout simplement. Cet érable du Japon. Et moi, depuis que je suis là, depuis fin 2017, je m'escrime à le bichonner, aller lui parler, à essayer de lui rajouter de la terre. Mais en fin de compte, non, plus ça va, moins il va bien. Donc, c'est qu'il n'a pas sa place. Mais en fait, le lierre, c'est exactement ça. Hein. On le voit des endroits où il n'y a absolument jamais de lierre et puis des endroits où il y a énormément de lierre. Mais c'est l'idée c'est presque l'idée du champignon. Hein. C'est l'idée de la transmutation. C'est-à-dire, c'est de passer d'un état à un autre état. On a tous vu des arbres morts avec des lierres qui étaient dessus. Et, bon, ils finissent par l'avoir. Hein, je veux dire, c'est l'idée. Voilà. Mais effectivement, est-ce qu'ils sont à leur place? Et le lierre n'est pas méchant, parce que ça, c'est humanisé, mais c'est simplement qu'il fait ce dont il est là. Je veux dire, si on fait
Enfin, il y a plein de manières de transférer le lierre sur un plan, on va dire, de santé chez l'humain. Moi, je me rappelle avoir fait des essais de bouillie de lierre avec du son et on emplate sur des organes. Ah oui, non, mais il nettoie, c'est clair. Je veux dire, si tu mets ça sur ton foie, tu sais exactement la forme de ton foie. Et voilà, c'est clair. Donc, c'est un nettoyeur. Mais en même temps, c'est un enfant. Parce qu'en fait, c'est une plante mercurienne qui n'arrive pas à se verticaliser toute seule. Donc, il lui faut un tuteur. Et tout le monde a vu du lierre, par exemple, dans la forêt, qui va rester au niveau du sol. Mais si elle trouve un truc pour monter, elle va monter. Et si ça monte, bah, ça ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire, ça peut monter en haut d'un cèdre, ça peut monter à 25 mètres. Enfin, ce n'est pas un problème. On a oublié vraiment que nous n'étions pas omnipotents, c'est-à-dire que le végétal nous dépasse largement et qu'on ferait bien, encore une fois, de s'en approcher de beaucoup plus près pour arriver à comprendre de quoi il nous parle et qu'est-ce qui se joue. Voilà. Mais c'est vraiment notre façon, c'est là où moi j'ai envie de vous emmener, c'est vraiment comment on aborde en fait l'extérieur de soi-même. Je veux dire, pourquoi on serait endogène, exogène, c'est quoi ce délire en gros, quoi. Par contre, l'exemple de Nicole est parfait. Je veux dire, l'érable, ben, oui, quelqu'un l'a planté, mais c'est pas mal qu'il y ait quelqu'un qui l'ait planté. Il n'a pas fait une forêt d'érable où il aurait pu. S'il se tape un délire, pourquoi pas? Mais je veux dire, c'est visible au bout d'un moment que, ben, oui, on n'a pas à intervenir forcément de manière dictatoriale dans la vie de l'autre, quel qu'il soit. Mais on peut lui proposer. Je veux dire, peut-être que cet érable-là, il aurait été déplacé de 1 mètre. Ben, peut-être il arrivait à trouver quelque chose qui lui convenait pour arriver à s'exprimer. Je veux dire, encore une fois, l'exemple des blés que j'ai multiplié, c'est-à-dire 250 variétés de blés de tous les pays de ce monde-là, je veux dire, à 80%, ils se réveillent et ils se révèlent. Je ne les ai pas bichonnés. Je leur ai simplement proposé d'aller en terre et ils font ce qu'ils veulent. Ça veut bien dire que cette génétique végétale, elle est tout autre que la nôtre. Et ils ne sont pas dans l'idée d'être exogènes ou endogènes. C'est notre vision tout le temps, on va dire, duel un peu, hein, de c'est moi, c'est pas l'autre, enfin, je ne suis pas l'autre, enfin, tout ce bazar-là, qui fait qu'on arrive à des clivages qui sont chauds patates. Mais ça ne nous a pas empêché d'aller dans l'au-delà de l'au-delà, en étant en surproduction au niveau agricole, qui est non nourrissante, qui est non au niveau de l'alimentation, qui ne résout absolument pas les problèmes de la nourriture sur cette planète-là. Par contre, on a réellement, là, mis un gros bazar. Et d'où cette perte de diversité. Et s'il y a cette perte de biodiversité, ben, on sait où ça nous mène. Donc, j'ai envie de dire que l'érable du Japon de Nicole, il est bienvenu. Tant mieux. Tant mieux qu'il y ait quelqu'un qui a pété un câble en disant moi, j'ai envie d'avoir un érable là, très bien. Où est le problème? Un érable, il fait des milliards de semences, donc ce n'est pas un problème. Ça ne va pas faire disparaître les érables du Japon, qu'il y ait des érables du Japon qui se baladent de partout. Ça ne met personne en péril. Par contre, les champs de maïs, ils mettent en péril. Parce que ça, c'est humain. Hein, c'est vraiment l'idée humaine d'arriver à quelque chose qui est sorti vraiment de cette diversité. C'est vraiment la limite et la frontière et la barrière, c'est vraiment cette idée de biodiversité. De mon point de vue, j'entends pas assez de gens qui en parlent de manière vraiment profonde. C'est quoi cette histoire de biodiversité? C'est pas simplement voilà, de manger local ou d'avoir 3 carottes au lieu d'en avoir 2 au niveau variété. C'est l'idée même de l'essence de la vie, la biodiversité. Si on s'échappe, si on arrive à contrôler, c'est ce que le monde fait depuis quand même, on va dire maintenant, ben, je ne sais pas compter, mais après la Première Guerre mondiale ici, oui, on a vraiment verrouillé, qu'on a commencé vraiment à verrouiller les semences, hein. Ce n'est pas pour rien. Hein. Si on tient les semences, on tient la vie. Hein. Oui, mais c'est nous qui allons mourir parce que ça devient…
On entre dans un processus mortifère et même génocidaire. Hein. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit l'autre fois, le fait d'être en appauvrissement de biodiversité, c'est que ce qui s'est passé avec le phylloxéra sur les vignes en France, là, on l'a reproduit à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que sur des génétiques qui ont été modifiées, que ce soit les grands thèmes qui nourrissent le monde, c'est-à-dire le maïs, le riz et les blés, c'est ridicule. Il y a quoi, 3-4 variétés De chaque chose. de chaque chose. Alors qu'on sait très bien, si on reprend l'exemple de Vandana Shiva ou sur, par exemple, par rapport aux céréales et par rapport au blé, sans parler des orges, des seigles, enfin, des avoines, ce qu'on veut, des milles, des sorgho, enfin voilà, d'une vastitude immense. Mais laissons-les faire ce qu'ils ont à faire et contribuons à ces voyages et contribuons à la possibilité d'accueillir des semences qui viennent de on s'en fout d'où, je suis désolée, dans la mesure où elles sont vivantes. Sinon, il n'y a pas à réguler. Hein? Il n'y a pas à réguler parce que justement. Qui va réguler? Qui va réguler quoi? Parce que je me dis que s'il y a une plante qui s'étend comme ça et qui peut étouffer éventuellement les autres plantes, est-ce qu'à un moment donné, elle va s'arrêter d'elle-même, cette plante? Non, elle fera ce qu'elle a à faire. Ça, c'est ton point de vue et le point de vue humain. Tu ne sais pas ce qu'elle fait. Tu as discuté avec le lierre? Tu lui as demandé qu'est-ce qu'il faisait? Non, mais c'est vrai que ça m'intrigue, en fait, de la façon dont il s'installe, à la rapidité dont il s'est... Ouais, la façon dont il a pris l'espace, c'est vrai que ça m'intrigue. Et puis, ouais, vraiment, c'est très rapide. Mhm. Mais après, je ne sais pas pourquoi. Et tu vois bien que c'est notre position humaine qui nous dit qui va réguler? Mais Dieu, sans doute. Non, je ne sais pas moi. Qui va réguler? Mais alors, les autres plantes, elles s'expriment comment? Ben, là où on les laisse vivre et là où on peut les accueillir. Donc, c'est-à-dire les forêts endémiques et des endroits où on fait de la préservation. Sinon, c'est régulé, effectivement. La quantité à l'hectare, le diamètre, la taille de tes tomates, les semences au niveau génétique, les traitements qu'il y a dessus, c'est tout régulé. Ouais, on régule. Ouais, après, moi, je parle pas, c'est vrai que, pas à l'extrême, mais c'est vrai que, voilà, c'est... Et pourquoi, imagine par exemple une fleur de pissenlit quand elle devient en graine. Ce truc qui est complètement parfait, qui fait un espèce de globe, avec mais c'est un truc de malade quand tu regardes l'architecture de ça. Tu vas aller contrôler, c'est le vent qui contrôle ça. Et l'oiseau qui passe parce qu'il en a une coincée sous sa plume, ou le chat, ou je sais plus, le renard, j'en sais rien. Mais tu vas aller. Mais la vie, ça ne se régule pas, enfin. C'est plus la vie. L'homme a passé son temps à vouloir réguler parce qu'il a les chocottes, parce qu'il a la trouille. C'est l'idée de la forêt. La forêt, on en a fait un truc où il y a des loups, il y a des chaperons rouges, ils se font bouffer, ils se perdent, ils ne retrouvent plus la maison. C'est le gros merdier. Voilà. Mais donc, on a fait des parcs et on a fait de l'agriculture. Là, on régule. C'est clair et net. On régule les espèces qui sont dans les parcs, les trucs qu'on va mettre au niveau rouge, jaune, vert, enfin tous les trucs qui font qu'on se dit mais c'est quoi, c'est Disneyland ou quoi? Et l'agriculture. Donc on va virer toutes les forêts. On sait très bien que sur un plan agronomique, c'est pour ça qu'il y a des déserts, plus d'arbres, plus d'eau, plus rien. Donc on a coupé les forêts pour faire des cultures. Parfait, on régule. Là, du coup, il faut tout repenser, comment on peut faire maintenant. Ah oui, c'est exactement ce que nous devons faire les uns et les autres. Là, oui. Parce que c'est vrai que là, il faut à ce moment-là avoir complètement un autre état d'esprit et être plutôt à l'écoute plutôt que de chercher justement à avoir un impact sur à manger ci ou ça et laisser effectivement le végétal. Mais ça, est-ce que c'est faisable? Comment on peut faire ça? On peut faire en se maniant les fesses parce que sinon, il n'y aura plus rien. Regardez, je ne sais pas, je pense qu'il doit y avoir des études qui sont faites d'hectares de maïs au niveau mondial, d'hectares de blé au niveau mondial.
et regardez les surfaces que ça occupe au niveau du sol par rapport aux surfaces de gens qui habitent. Et regardez les forêts qui sont encore endémiques, les forêts qui ont réussi à être préservées, il n'y en a pratiquement plus. Donc, on est dans des zones qui sont pas en warning. On a largement passé des limites. Largement. Donc, tout ce qu'on peut planter, plantons-le. Je veux dire, si moi, ça fait 30 ans que je balance des graines partout, je me dis, dans 100 ans, je m'en fous. Le mec qui passera là, il y aura forcément des trucs qui vont sortir. Que moi, je les vois ou pas, je m'en fous. Mais cette terre, elle est faite pour ça. C'est l'idée de la question du début de Françoise, avec Gabenout. Je veux dire, le ciel ensemence la terre. Mais c'est à nous, acteurs, dans ce plan horizontal, de faire ce que nous avons à faire. Donc, il faut entrer. Alors, il faudrait que les agriculteurs, je pense qu'ils l'ont déjà commencé. Pour certains d'entre eux, ils ont déjà commencé. Ils sont entrés en résistance. Et tranquillement, silencieusement, tant qu'ils peuvent faire comme ceci et comme cela, et pas selon les normes de l'agriculture industrielle, ils arrivent à, voilà, pourquoi pas. Mais c'est une infime partie. Oui, je pense, oui. Très, très infime. Puis après, c'est comme tout, voilà, vraiment multiplier les prismes, pour moi, c'est indispensable. Et on voit très bien, il y a des personnes qui vont s'insérer dans l'agroforesterie ou la permaculture. Oui. Et, donc, c'est notre façon d'appréhender le monde, d'appréhender les choses. Tout à fait. Mais il y a certaines de ces personnes-là qui vont aller vers la permaculture et après, il n'y aura plus rien d'autre que la permaculture. Ils vont se réenfermer. Donc, en fait, oui, il faut plusieurs systèmes à la fois, en fait. C'est le même mécanisme. C'est vraiment, je mets mes œillères et puis je crois en plus qu'un seul truc. Soit je crois. Oui, non. Il faut qu'il y ait une multiplication de méthodes de culture. Voilà. En fait, c'est être sans arrêt alerte, à l'écoute de ce que les gens peuvent dire, de ce que les végétaux peuvent nous transmettre, de tout, en fait, de tout ce qui nous entoure. Et surtout, c'est extrêmement pas grave, et même je pense que c'est nécessaire de ne pas être d'accord avec ce qui nous entoure et de ne pas se sentir OK. Et c'est pas grave, au contraire, c'est même plutôt rassurant de voir qu'il y a de la diversité dans les actes, les pensées. Parce que sinon, on arrive, c'est toujours pareil. Je veux dire, on le voit par exemple sur un grand courant de biodynamie qui a été initié par Steiner. C'est des gens qui sont devenus dogmatiques, donc qui sont dans leur propre suffisance, dans leur propre autorité, et qui n'ont pas accepté d'avoir une contradiction en face d'eux qui aurait permis un processus d'évolution. Donc, c'est pour ça que la biodynamie n'a jamais vraiment été très émergente. Pourtant, ça a beaucoup de sens, mais c'est encore une fois quelque chose qui aurait permis d'être un champ d'investigation et donc de recherche. Steiner n'a jamais dit qu'il fallait faire ça jusqu'à la nuit des temps, faire de la 501 ou de la 500, et jusqu'à la nuit des temps, on va faire ça. Il a commencé des recherches qui étaient sans doute, enfin pour les avoir pratiquées, qui ont énormément de sens, mais c'était encore une fois dans un contexte, dans une échelle de temporalité qui était celle-là. Les pollutions n'étaient pas les mêmes, les circonstances climatiques n'étaient pas les mêmes, et que là, on continue à prendre ce truc et à le poser là. Alors, c'est comme ça, et puis voilà, on n'en finira jamais. Du coup, il ne se passe rien. Donc, du coup, ce truc qui pouvait être franchement une prise de conscience au niveau agricole, qu'il se passe vraiment des choses, ça a été switché par l'agriculture conventionnelle industrielle, qui, elle, a mis à son service le côté financier, qui a permis de mettre de la mécanisation. Tout à fait. Le fait d'être trop fermé et trop dogmatique nous met face à nos conneries. C'est-à-dire que ce phénomène-là, qui aurait pu être très émergent et très, très, très créatif sur un plan agricole et de l'alimentation au niveau du monde, ça a appelé l'inverse, mais parce que c'était tellement fermé que ça a appelé tellement fort que ça a switché complètement. Alors, il y a des petits groupes encore de biodynamie qui existent partout. Le côté NUM existe en Suisse, il n'y a pas de problème. Et le côté médecine anthroposophie est existant, mais il n'est pas émergent. D'accord. Parce qu'on est resté endogène. Voilà, exactement. J'aime bien vos têtes, ça. Oui.
Non, mais c'est un sujet, c'était, en tout cas, la semaine dernière, c'était un sujet chaud. Chaud, hein, voilà. On sent que ça Ça, vient nous chercher parce que Eh ouais, hein. c'est pas OK. Hein. ouais. Oui. Et si les gens arrivaient juste à comprendre que de deux points de vue différents va réellement se créer un espace de créativité, Oui, c'est là, vrai. c'est la chance. Hein. Mm. Et on n'est Oui. pas du tout dans l'idée, ah bah oui, moi je pense vert et moi je pense blanc, ah bah non, mais tu as raison, j'ai tort. Non, il y a le troisième, hein, le Oui. troisième espace qui se crée là. Et là, j'entends. Et si ça mixe ça, là, on est dans des vrais espaces de créativité que nous ne connaissons pas. Et nous sortons de ces histoires d'endogènes et d'exogènes, justement. Oui, tout Parce à que fait. ces histoires d'endogènes et d'exogènes, ça vous a touché Oui. profondément parce que vous vous identifiez à une identité. Mais il n'y a pas d'annihilation. Hein. Non, On ne perd pas justement, non. notre. C'est dans Oui. ce tiers espace, on Voilà. ne perd pas qui on est. Enfin, Et qui non, est au contraire. ouais, On s'enrichit. on ne s'annihile pas. Hein. Ouais, on s'enrichit. On s'enrichit de l'autre. Mais ce qui est fort, c'est que je pense que dans les discours de chacun, finalement, ça renvoie à peut-être ce que chacun a vécu. Donc, on parle du végétal, mais en fait, on a été touché. Il y a une résonance, en fait. Il y a comme une sorte de miroir. Moi, quand je parle du végétal, que j'ai cette sensation je vois des plantes qui sont invasives, une sensation d'être étouffée. Bah, après, je comprends que ça me parle aussi par rapport à mon vécu. Donc, c'est ça qui est très fort finalement. C'est en parlant du végétal, on aborde plein de sujets. C'est pour ça qu'on fait des formations sur la communication végétale. Et même des immersions avec de l'accompagnement par le végétal. C'est tout. Mm. Moi, je sais pas, j'ai rien, moi.